Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous qui nous suivez sur nos 85 radios et nos 3 télévisions partenaires, bienvenue dans le Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, notre thème est calendrier électoral. Faut-il s'inquiéter du retard accusé? Dans moins de 3 mois, le peuple malien devrait voter une nouvelle constitution au cours d'un référendum prévu pour le mois de mars 2023 selon le chronogramme de la transition. Les élections des conseillers des collectivités territoriales en juin 2023, celle des députés en octobre et novembre 2023. Quant à l'élection présidentielle, elle est prévue pour février 2024. Certains partis politiques, mais également des organisations de la société civile affirment que le processus accuse du retard. Ce constat est-il partagé par tout le monde? Ce retard, s'il y en a, est-il de nature à inquiéter? Comment le rattraper? Studio Tamani pose le débat avec nos invités aujourd'hui. Fatoumata Traoré Samake du collectif pour la refondation du Mali, Korema, Sekou Niamé Bachili du cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel et Mamadou Lassine Diarra de la mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de ce grand dialogue, je voudrais vous faire écouter ce reportage sur les inquiétudes soulevées par le cadre des partis politiques et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Également, le mouvement M5 Malikura qui s'inquiète du retard accusé dans la préparation des élections prochaines. C'est un reportage de Moussa Malé. Le cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel souhaite la relecture de la loi électorale. Son président Modibo Soumaré dénonce le retard accusé dans l'organisation des élections. À ce jour, il n'y a que l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, qui est installée à Bamako. Les autres démembrements ne sont pas encore faits. Or, la loi électorale prévoit un déploiement de l'ensemble des démembrements de l'EGE 6 mois avant le référendum, regrette M. Soumaré. Pour le président du cadre, vouloir organiser 6 élections en 2023 est rêver d'une utopie. Ainsi, il opte pour l'organisation d'une révision constitutionnelle et des élections présidentielles, en faisant l'économie des autres élections juste après la transition. Le M5 RFP Malikoura s'est dit aussi inquiet quant à l'organisation des élections transparentes et sécurisées. Le mouvement fustige la lenteur des actions menées dans le cadre de l'exécution du chronogramme électoral. Selon le chronogramme adopté par le gouvernement, le référendum est prévu en mars 2023. Les élections législatives auront lieu le mois d'octobre et novembre 2023. La présidentielle, quant à elle, est prévue pour février 2024. Alors, Madame Samake Fatoumata Traoré, sommes-nous en retard comme le pense le cadre des partis politiques et le M5 Malikura? Sommes-nous en retard? Merci beaucoup, M. Gadjigo, et merci à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Je ne pense pas que nous soyons tellement en retard parce que... Mais nous sommes en retard. Nous ne sommes pas en retard, pas tout à fait, parce que c'est un calendrier quand même qui a été validé il y a de cela, je pense, plus de 6 mois à l'avance. Avec tous les allers-retours avec la CEDEAO, finalement, on a fixé la transition à 2 ans, jusqu'en mars 2024. Donc, je pense que ce chronogramme est issu vraiment de cette décision-là. Et je crois que tout est mis en œuvre actuellement pour que nous puissions respecter ce chronogramme. On a eu cet avant-projet de constitution à partir du mois d'octobre, qui n'a pas, en tout cas, cessé de faire couler beaucoup d'encre. Et on se rend compte aussi que la loi électorale avait été vraiment promulguée avant. Et il y a l'EGE qui a aussi été mis en place avec la désignation des représentants. Donc, à mon humble avis, un référendum qui est prévu pour mars et que déjà nous avons un avant-projet de constitution où on a mis en place des personnes, en tout cas une 50aine de personnes qui devraient se pencher sur ce document pendant 15 jours seulement. Je pense que 15 jours, ça passe très vite et ça permet aussi de donner un document
aussi consensuel que possible pour aller à un référendum vers le mois de mars 2023. Alors, il y a dans moins de 3 mois, normalement, le référendum doit se tenir. Est-ce que les préalables à ce scrutin référendaire sont déjà faits? Oui, c'est les préalables qui sont en train d'être faits parce qu'on a déjà eu cet avant-projet déjà au mois d'octobre 2022. Donc, octobre 2022, on est au mois de décembre, ça fait 3 mois déjà. Donc, les uns et les autres ont eu le temps de réfléchir sur le document et en même temps, la mise en place d'une nouvelle commission pour la relecture ou on va dire peut-être l'amendement de cette constitution, de cet avant-projet de constitution va dans le sens des préparatifs du référendum pour que nous ayons à la fin un document consensuel où chacun se retrouve. D'accord. Sékou Niamé Bathily pour Madame Samaké Fatoumata Traoré. Nous sommes dans le temps. Alors que vous vous inquiétez du retard accusé. Sur quoi vous fondez ces inquiétudes-là? Bien sûr, sur la loi électorale, sur le chronogramme référendaire, le chronogramme des élections. Madame Samaké l'a bien dit. Ce chronogramme-là a été élaboré et adopté lors des rencontres entre nos autorités de la transition et la CEDEAO. Mais à l'époque, je rappelle encore, la classe politique avait été conviée à une rencontre à la veille même de l'arrivée de la délégation de la CEDEAO. Et ce chronogramme nous avait été présenté. Donc ça veut dire que quelque part, nos avis n'ont pas été pris en compte. Et on nous a présenté. À l'époque, on a accepté parce que le Mali était sous les sanctions de la CEDEAO et de l'IEMOA. Donc nous avons vite compris qu'il fallait aller vers un compromis pour permettre la levée de ces sanctions. C'est pourquoi nous avons accepté ce chronogramme comme tel. Mais il s'agit bien d'un engagement des autorités de la transition. Des premiers engagements pris dès le début de la transition n'ont pas été honorés. Donc on s'inquiète à aller vers d'autres engagements encore non honorés. Par rapport au chronogramme, la loi électorale elle est bien claire. En son article 24, bien sûr, qui dit que les démembrements de l'ES doivent être installés 6 mois avant le scrutin référendaire et électoral. Or, nous sommes à quelques 3 mois du scrutin référendaire. Donc, nous savons très bien que les démembrements de l'ES au niveau des régions, au niveau des cercles et au niveau communal ne sont pas mis en place. Donc, ce qui veut dire que le retard est palpable. Le retard est là. Nous avons accusé du retard. Tellement de retard. Imaginez un peu, non seulement les démembrements n'ont pas été mis en place au niveau régional et local et communal, mais l'avant-projet dont Mme Samaké parlait tout à l'heure, oui, une nouvelle commission a été mise en place pour la finalisation. Laquelle commission, on ne connaît même pas les membres. Le président a juste pris un décret et après la composition, on n'a pas vu pour le moment la composition. Ça va nous prendre encore combien de temps? Or, le référendum, c'est pour le mois de mars. Donc, soyons très sincères, ce chronogramme-là a pris du retard. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons demandé à un moment donné que nous pouvons aller vers l'organisation des élections générales. Ne pas se focaliser à organiser toutes les élections avant la fin de cette transition. Ça serait très très compliqué et très difficile et la tâche sera encore très rude. D'accord, nous allons vous donner la parole tout de suite pour que vous nous proposiez vos solutions. Mais en attendant, M. Mamadou Lassine Diarra, vous qui êtes observateur, vous êtes de la mission d'observation des élections au Mali. Entre ces deux positions, il y a Mme Traoré qui pense que nous sommes dans le temps. Sékou Niamé Bathily estime qu'il y a du retard qui est accusé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est du retard ou bien ce retard-là, même s'il y en a, on peut le rattraper? Okay. Merci Sékou et merci à tous les auditeurs et auditrices de Studio Tamani ainsi que à mes camarades qui sont ici. Par rapport au chronogramme, il n'y a rien à dire, les faits sont patents, le constat est clair. Comme ça a été dit par M. Bathily, le retard est consommé. À titre d'exemple, le démembrement de l'EJ qui devrait être mis en place depuis le mois d'août, nous sommes presque en fin d'année. À présent, les démembrements de l'EJ n'ont pas été mis en place. Également, il y a certaines activités qui ont été prévues dans le chronogramme
qui n'ont pas été encore réalisés. Ça, c'est des constats. Parce qu'en tant que mission d'observation, nous, on évalue les faits par rapport aux documents de politique générale qui existent et le cadre juridique. Et si on fait cette évaluation, on se rend compte, par exemple, que l'avant-projet de constitution qui devrait être transmis au CNT le 24 novembre ne l'est pas encore, parce que l'avant-projet, on n'a pas l'avant-projet, la mouture finale. Ça a été évoqué, il y a une commission qui a été mise en place, mais dont les membres ne sont pas encore connus. On sait seulement que la commission a 15 jours. Mais qui sont les membres? On ne le sait pas. Quand est-ce que cette commission sera opérationnelle? On ne le sait pas. L'EJ également n'est pas opérationnel sur l'ensemble du territoire, ni dans les consulats. Donc ça, c'est des retards qui sont vraiment à constater. Et ce qui est important à rappeler, c'est que les sanctions de la CEDEAO ont été partiellement levées suite à la publication d'un chronogramme. Donc, il y a eu une avancée. C'est suite à cette avancée qu'il y a eu une levée partielle des sanctions. Le risque est que si on ne tenait pas, on ne respectait pas le chronogramme fixé, quelles seraient les conséquences? La CEDEAO pourrait toujours revenir sur ces sanctions. Mais je ne vais pas m'étaler par rapport à ce point. Le constat quand même actuellement, c'est que le retard, tant point de vue politique, tant point de vue légal, est consommé. Maintenant, qu'en est-il par rapport à la réalité de l'organisation du référendum? On peut aller vers un glissement, ce n'est pas un problème. En violation de la loi, c'est-à-dire on peut mettre la loi de côté pour trouver une solution politique et aller vers un glissement peut-être de 2 mois maximum pour tenir les référendums. Parce que si on s'en tient compte, on voit par exemple l'état du fichier. Il a dit que normalement le 2 janvier, le fichier électoral doit être affiché dans les circonscriptions. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que les circonscriptions ne sont même pas définitivement clarifiées par la loi. Il y a des travaux préliminaires qui ont été faits, mais ça n'a pas été encore finalisé. Donc tout ça, c'est des constats sur le terrain. Et techniquement, on peut l'organiser, mais légalement, ce serait très difficile d'être dans le délai, étant donné que les préliminaires, quand même, sur le terrain, le constat est que ça n'a pas été fait. Mais est-ce que le non-respect de l'échéance concernant le scrutin référendaire va impacter forcément sur les autres échéances, les élections des collectivités territoriales, des députés et même la présidentielle? Pas nécessairement, pas forcément. On peut maintenir le reste, mais à condition que les travaux préliminaires s'enchaînent, c'est-à-dire le temps joue contre nous en réalité par rapport au chronogramme de sortie de la transition. Donc, s'il y a des activités, toutes les activités qui sont prévues sont déjà fixées dans un calendrier, on peut présumer quand même que le référendum, là d'accord, il peut y avoir glissement, mais les autres activités à mener pour la bonne tenue des élections à venir, ça, il ne faudrait pas qu'il y ait du relâche de cela parce que beaucoup d'activités doivent se faire en 2023 et ces activités peuvent se faire simultanément pendant la période d'organisation du référendum. Alors, parmi les retards accusés, Mme Samaké, Diarra et Bathily parlent de la mise en place des démembrements de l'EJ, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est une nécessité, c'est une priorité? Oui, bien sûr que c'est une priorité, c'est-à-dire la mise en place des démembrements au niveau des collectivités territoriales. C'est une nécessité non seulement pour les élections à venir, même si, de mon point de vue, par rapport au référendum, soit on peut avoir un glissement, soit aussi on peut maintenir la date, mais pour les élections, que ce soit les élections communales, législatives ou présidentielles, il est indispensable que ces démembrements-là soient en place. Mais c'est faisable d'ici mars prochain? À mon avis, c'est faisable. C'est faisable parce que, bon, pour nous, la question c'est c'est-à-dire que quels moyens seraient déployés pour la mise en place. Parce que le Mali, quand même, fait face à une situation assez particulière qui font que souvent, quand on fixe un chronogramme, il est clair que compte tenu de faits, en tout cas de la réalité concrète, on se trouve face à des problèmes. Non seulement des problèmes au plan interne, mais aussi sur le plan externe. Donc, ça fait que ce décalage-là, c'est prévisible. C'est prévisible.
Maintenant, il s'agit tout simplement de mettre les moyens en place pour rattraper éventuellement s'il y a retard pour tenir ces élections ou ce référendum-là à temps. Selon vous, à qui incombe ces retards-là? Est-ce que c'est la faute du gouvernement ou bien c'est l'ensemble de la classe politique? Bon, moi, je ne saurais pointer du doigt à qui cette faute-là impute, mais à mon humble avis, je pense qu'il faut aussi être réaliste par rapport à certaines situations. Nous savons tous que nous sommes dans un pays qui a fait face pendant une décennie à une crise multidimensionnelle et où aussi on a beaucoup de contraintes liées à d'autres faits sur le plan international et aussi sur le plan national. Et on sait également que la mise en place de certaines structures ou de certains organes aussi ne pourrait se faire qu'avec certaines voix vives de la société qui souvent, en tout cas, traînent les pas par rapport à leur implication. Donc il y a souvent même des pourparlers qui se font avant d'arriver là. Donc les gens on ne voit pas ce qui se fait en dessous par rapport à ces situations parce que ce n'est pas des choses publiques. Quand vous parlez de forces vives qui traînent les pas par rapport à leur implication, vous voulez parler de quelle on a vu par exemple avec les assises, il y a eu quand même des forces vives de la nation qui ont refusé de participer aux ANR par exemple. Et c'est cette même situation qui continue encore, c'est-à-dire quand il s'agit d'impliquer, et ce n'est pas pour rien qu'on est allé à 52 membres de la commission pour la finalisation de l'avant-projet, parce que dans les conditions normales, cette commission-là n'était pas prévue dans le chronogramme. Donc, normalement, on devait aller directement au référendum. Ça aurait, le temps qu'on a mis pour faire participer tout le monde aurait pu être utilisé pour aller directement vers le référendum. Kougname Bathily, êtes-vous d'accord avec Mme Traoré que la responsabilité de ce retard n'incombe pas qu'à l'État, mais également à certaines forces vives qui traînent les pas concernant leur implication dans le processus? Non, moi je ne suis pas d'avis avec ça parce que à chaque activité, quand même, les responsables sont connus, les responsabilités sont citées. Et lorsque les autorités de la transition s'engageaient auprès de la CEDEAO par rapport au chronogramme, est-ce qu'ils ont demandé forcément l'avis des forces vives de la nation? Non. Moi, je vous avais dit tout de suite, on a été mis devant les faits accomplis, mais on a accepté tout simplement pour la levée des sanctions que la CEDEAO et l'UEMOA avaient infligées au Mali. Donc c'était l'objectif pour nous d'accepter le chronogramme-là. Mais au préalable, la classe politique n'a pas été associée. Et un travail où on n'a pas été associé dans la mise en œuvre, en quoi est-ce qu'on peut être responsable de quelque chose dont on n'a pas la main dans la pâte? Nous, on est responsable de rien. On accompagne, on observe, on fait la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des autorités par rapport aux dérives. Et c'est ça notre rôle. C'est ce que nous faisons depuis. Nous l'avons dit des... Mais est-ce que vous avez pensé à tout, c'est-à-dire au fait que nous n'avons pas assez de temps pour qu'il n'y ait pas assez de tiraillements autour de certaines activités comme la mise en place de l'EJ par exemple? Il y a eu beaucoup de tiraillements entre les acteurs politiques et le gouvernement. Les tiraillements parce que les autorités ont décidé de violer la loi électorale. C'est ce que moi j'ai dit. De violation en violation, nous partons vers une transition qui inquiète de plus en plus. C'est ça un peu le problème aussi de la gestion de l'État actuel du Mali. Violation, ça ne nous dit rien. Or, les tenants du pouvoir aujourd'hui sont arrivés en combattant un phénomène, un système dont eux-mêmes ils décrivent. Donc, ils ne peuvent pas être là aujourd'hui aussi à reprendre les mêmes choses, à violer les textes et qu'on doit se taire par rapport à ça. Le tirage au sort, ça vient d'où? Par rapport au choix des représentants. La loi électorale, en son article 7, est très claire. La loi électorale dit que les 4 représentants des partis politiques, la modalité de désignation de ces 4 représentants sont définis par la classe politique elle-même. Et on a été à une rencontre avec le ministère de l'administration territoriale. Et le fait majoritaire était que les 4 représentants soient désignés parmi les regroupements des regroupements politiques. Il suffisait seulement pour les autorités de la transition demander. Au Mali, on n'a pas plus de 8 à 9 regroupements politiques. Il suffisait de les demander seulement d'envoyer des dossiers. Et c'est un appel à candidature.
Les autorités vont organiser, il y aura un dépouillement et on tirera les cartes. Tout le monde était unanime là-dessus, mais les autorités ont refusé cela et ont demandé qu'on aille vers des tirages au sort. Admettons que la classe politique, là-bas, il y a des problèmes. Et la société civile. Les autorités ont exigé de la société civile les tirages au sort. Et des 6 représentants au lieu des 3. Et au président de la transition, de désigner les 3 parmi les 6 représentants de la société civile. Là encore, moi, je pense que c'est une violation de l'article 7 de la loi électorale. Donc, tout est clair. Moi, au début de la transition, nous avons dit, allons vers l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi? Le minimum de sécurité possible. L'essentiel, c'est aussi les réformes nécessaires qui peuvent sanctionner la transition. L'essentiel, c'est aussi l'organisation des élections générales pour les retours à l'ordre constitutionnel. Et on n'a pas été entendu sur ces points-là. Imaginez qu'un régime de transition se met dans un processus de réformes. Ce n'est même pas des réformes constitutionnelles, mais de nouvelles constitutions. Une constitution, ce n'est pas un livre de 5 pages. Une constitution, ce n'est pas un article des médias. Une constitution, ça demande un grand rassemblement des forces vives de la nation. C'est pourquoi quand l'avant-projet... Vous pensez que tel n'est pas le cas avec non, pas du tout. cet avant-projet? Moi, je pense que nous, on a eu à faire des propositions, mais des critiques aussi objectives. Nous avons été entendus. Si vous voyez que le président de la transition aujourd'hui a décidé de mettre une commission d'une 50aine de membres, c'est uniquement parce qu'il a fini par comprendre que l'avant-projet qui était là nous amenait vers la division des Maliens, nous amenait vers un terrain où il n'y aurait pas d'entente. C'est pourquoi nous avons dit, allons vers, s'il y a consensus, vers une révision. À défaut, laissons cette histoire de constitution de côté. Nous pouvons aller vers la fin de la transition sans pour autant changer de constitution. L'actuelle constitution peut nous permettre d'organiser des élections. L'actuelle constitution, ce sont les hommes qui ont été remis en cause et non les textes au Mali. Retournons un peu en arrière lors des élections législatives sous Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la Cour constitutionnelle dirigée par des hommes qui ont été remis en cause et non les textes. Aujourd'hui, moi, je salue quand je vois l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a jugé contraire à la loi, une loi qui a été adoptée récemment par le CNT. D'accord, ça c'est un autre débat. Monsieur Diarra, aujourd'hui, alors il y a des inquiétudes concernant la tenue à date du référendum. On parle de retard, mais est-ce que ce retard est de nature à compromettre la tenue à date de ce scrutin référendaire? Là, c'est évident. Comme je l'ai dit à un moment donné, légalement, déjà, le démembrement de l'EJ n'étant pas en place, légalement, on ne peut plus tenir dans le respect, c'est-à-dire en toute légalité, le référendum. Mais techniquement, on peut le faire, c'est-à-dire on va mettre la loi de côté. Et on fait avec ce qui est faisable. Pourquoi? Parce que s'il faudrait implanter le démembrement de l'EJ au niveau des circonscriptions, de toutes les circonscriptions et ainsi que consulat, ça va prendre encore plus de temps. On ne sait même pas quand est-ce que ça va se faire. Donc, cela va faire de telle sorte que cela va créer des problèmes. Mais puisque il est dit déjà que le ministère de l'administration territoriale vient en appui à l'EJ, donc le ministère de l'administration territoriale étant l'organisateur secondaire des élections, l'EJ, l'implémentation de l'EJ peut continuer, mais on va donner toutes les attributions de l'EJ au MATD, au ministère de l'administration territoriale, pour organiser ces élections référendaires. Vous avez posé une question à un moment donné par rapport à l'impact. Cet impact est visible. S'il s'agit de glissement, je le dis, on veut le faire dans la loi, on n'a pas le choix, le glissement est là. Mais si on veut le faire le 19 mars comme prévu, alors on oublie l'EJ, ce qui entraînerait forcément une violation de la loi, mais on pourrait le faire avec le MATD seulement. Quant à la responsabilité, qui est responsable de ce retard? Le retard est très clair, parce que les responsabilités, Bathily l'a dit, les responsabilités sont situées dans le chronogramme. Qui doit faire quoi, quand, où et comment? Et nulle part, on ne voit par exemple désigner comme responsables les acteurs politiques ou autres. Mais est-ce que le manque de consensus sur certaines questions ne provoque pas certaines décisions du gouvernement ou bien ce retard? Voilà. Je tiens à rappeler un point. Nous, au niveau de la Morelle, on a toujours demandé à l'État d'accentuer la communication
avec la classe politique pour trouver une solution consensus à cette situation. Le constat est que, par moment, c'est-à-dire les produits sont servis à la classe politique tout frais, tout prêt. Et ça, ce n'est pas bon, parce que vous ne pouvez pas dire que j'ai participé à une chose. L'inclusivité, en réalité, ce n'est pas ça n'a pas tout son sens. Le processus est assez inclusif. Il y a certes, par exemple, quand on regarde le chronogramme, il y a un cadre de concertation qui était prévu pour le 29 novembre, etc. etc. C'est des choses qui sont prévues, mais en réalité, qui ne se tiennent pas à date indiquée, ou bien encore, souvent, le constat est qu'on sert quelque chose déjà prêt. Et quand on vous appelle et qu'on vous met devant les faits accomplis, généralement, je ne pense pas que les gens y adhèrent à de telles propositions. D'accord, Madame Samake, le processus n'est pas assez inclusif. Êtes-vous d'accord avec cela? Sinon, quelle explication pouvez-vous donner à cet état de fait? Bon, au fait, je ne partage pas cette idée qui consiste à affirmer que le processus n'est pas inclusif. Je trouve que le processus est plus qu'inclusif. Et c'est d'ailleurs cette inclusivité-là qui a mis un peu, en tout cas qui a provoqué ce retard-là. Parce que en réalité, nous, au sein du COREMA, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit... on ne peut pas avoir de l'unanimité par rapport à certaines situations. On est en transition. Je suis désolée de voir, par exemple, que la classe politique se met en position de sentinelle pour surveiller la transition. Je pense que cette posture-là n'est pas une très bonne posture. Pour la simple raison que quand on est dans une transition, normalement, il n'y a pas de classe opposition ou majorité. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Normalement, nous devrions être dans une posture où on se dit, on a une transition, il y a en tout cas des problèmes urgents qu'il faut régler. On s'entend sur quelque chose et on essaye d'avancer pour le bonheur des Maliens, pour que ce Mali-là puisse vraiment sortir la tête de l'eau. Donc je pense que c'est ce qu'on devrait... Et c'est malheureusement cette situation qui fait que nous sommes confrontés à ce problème-là aujourd'hui. Quand on parle par exemple quand on prend les ANR, par exemple, il y a des partis politiques qui ont refusé de participer tout simplement parce que on pense que voilà, ça va aboutir à la même chose. Même si ça aboutit à la même chose, c'est quand même un exemple de démocratie. On a vu des transitions où on n'a pas besoin, par exemple, de l'avis de cette classe politique-là et on impose les choses. Donc, on n'aura jamais l'unanimité autour de quelque chose. Il faut aller à l'essentiel. Et c'est la recherche de cette inclusivité, malheureusement, qui nous a mis en retard. Et nous pensons qu'effectivement, il faut trouver les voies et moyens. C'est vrai, on fait la concertation avec des Maliens. La classe politique n'est pas différente de la population malienne. Toute personne qu'on interroge ou toute personne qui participe à ces activités sont aussi des Maliens. Ces personnes-là aussi sont des Maliens. Donc, on ne doit pas seulement, c'est pas parce qu'on a les titres de parti politique qui te met dans une situation où, si on ne te consulte pas, ça veut dire que rien n'est fait ou bien il n'y a pas eu d'inclusivité. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Donc, on peut aller sans eux s'ils refusent de s'ils refusent, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, Sékou Niamé Bathily, il paraît que vous vous opposez à la transition. Alors, à un moment, votre cadre s'appelait le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Maintenant, si vous parlez du retour à l'ordre constitutionnel, qu'est-ce qui a motivé ce changement de nom? Oui, c'est du pareil. Parce que moi, je trouve que la réussite de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Une transition n'est réussie que lorsqu'elle est sanctionnée par des élections transparentes, crédibles, pour sanctionner la fin. Maintenant, moi je dirais quelque part aussi, le fait de dire que les cadres d'échange, par exemple, s'opposent à tout, s'opposent à la transition, là encore, c'est une communication de certaines forces qui se disent soutien à la transition, qui veulent créer... Vous n'êtes pas opposé à la transition. Non, qui veulent créer obligatoirement une opposition à la transition pour essayer de dresser les autorités à des partis politiques ou à d'autres forces sociales. Je pense que c'est leur stratégie de communication. Nous, on n'a jamais été... Et s'il y a des textes qui sont violés, faire des alertes par rapport à ça n'est pas une opposition. D'ailleurs, pour moi, c'est une façon d'aider les autorités à redresser la barre et aller vers l'objectif ultime et commun de tous, qui est la fin de la transition.
Le problème aujourd'hui, quand j'écoute Mme Samaké, j'ai comme l'impression d'entendre une contradiction par rapport à elle-même. Tantôt, elle dit que l'inclusivité recherchée a mis les autorités de la transition en retard. Et après, elle dit encore qu'une transition n'a pas d'opposition, n'a pas de majorité, on doit tous être ensemble. Moi, je pense que ces deux propos sont contradictoires. Si la transition n'a pas d'opposition, n'a pas de majorité, on doit tous être ensemble pour gérer les affaires. Ça voudrait dire que l'inclusivité recherchée, c'est cela. C'est cela que nous recherchons. Maintenant, nous, au niveau du cadre, imagine, par rapport à la création de la commission de finalisation du projet de constitution, nous avons, quand on a été sollicité par notre ministre de tutelle, nous avons vite compris l'enjeu et c'est nous qui avons critiqué l'avant-projet. Maintenant, si le président nous entend et crée une commission de finalisation, nous demande de participer aux travaux, on a accepté. Et c'est ça, c'est une opposition. Si on s'était opposé à tout, est-ce qu'on allait accepter d'adhérer à la commission de finalisation? Ça veut dire quoi? Nous avons demandé une révision constitutionnelle et non une nouvelle constitution. Parce que nous pensons aujourd'hui qu'au Mali, il n'y a pas de président de la République. Nous pensons également qu'au Mali, on n'a pas d'Assemblée nationale, ni de députés. Nous pensons que les leviers sur lesquels on doit se baser pour faire une nouvelle constitution les conditions ne sont pas réunies à cela. Avec tout ça, nous avons accepté de faire nos propositions par rapport à l'amélioration de l'avant-projet de constitution qui est d'actualité aujourd'hui. Donc, personne ne peut nous dire qu'on est opposé à tout. Nous sommes disposés à accompagner les autorités, nous sommes disposés à faire nos propositions, mais nous sommes aussi disposés à critiquer là où il faut critiquer. Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait des violations des lois, que nous taisons sur ça et accepter tout simplement parce que nous sommes dans une transition et que personne ne doit s'opposer. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Monsieur Diarra, le cadre propose qu'on tienne le référendum et la présidentielle, qu'on se focalise sur ça pendant cette période de transition et faire économie des autres scrutins. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution? Si tel est le cas, moi je me dis la transition n'a pas besoin d'aller jusqu'en 2024. Hein. Cela peut se faire. Cela peut se faire en 2023. Mais déjà que nous sommes engagés sur un chronogramme, on se dit, allons-y jusqu'au bout alors si c'est nécessaire. Si c'est ce qui permet quand même de sortir de cette transition, il n'y a pas de problème. Parce que on se souvient depuis le début de la transition, nous, notre première recommandation, c'était ça. On avait toujours dit, élection présidentielle et législative. On a partagé avec l'autorité la première mouture de ce chronogramme, je dirais, c'est la modèle qu'il avait soumis. Ça, c'était depuis avant la rectification de la transition, parce qu'on voyait les choses venir. Mais maintenant, pour ne pas créer assez de problèmes, une situation conflictuelle encore entre les différents acteurs qui sont engagés dans le processus, nous disons, OK, les autorités quand même, si réellement on veut sortir de la transition en 2024, février précisément, on pourrait le faire, mais à la seule condition qu'on évite les glissements à venir. Il peut y avoir un glissement, je l'ai dit, dans l'organisation du référendum. Et par la suite, les autres élections, on pourrait éviter ces glissements. Maintenant, est-ce que c'est opportun de procéder à d'avoir une nouvelle constitution? Je me dis, là, la question reste facilement tranchable. Hein. Il y a eu plusieurs tentatives de nouvelle constitution, malheureusement, qui n'ont pas marché. Et maintenant, on va voir si ce processus aussi ira jusqu'à terme. Si ça n'ira pas à terme, si le non l'emportait, par exemple, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelle constitution. Un référendum, c'est ça. Hein. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, alors c'est une expression aussi de la volonté du peuple, qu'on laisse le peuple s'exprimer. Moi, je ne vois pas de problème par rapport à cela, parce que ça a été convenu aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc je me dis, on peut le faire et on doit le faire. Alors il ne nous reste que 14 ou 15 mois avant la fin de cette transition, selon le chronogramme des autorités. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de tenir toutes ces échéances-là dans ce temps? La possibilité de tenir, je le dis une fois de plus, c'est l'organisateur qui peut le dire. Mais en tant qu'observateur, ce n'est pas possible. En tant qu'observateur, les faits montrent que ce n'est pas possible. Ça, je le dis. Alors, on peut faire économie de certaines élections. Mais si les organisateurs,
notamment l'EJ et le MATD, estiment pouvoir le faire, nous, on va les évaluer en fonction de cela. Parce qu'une activité dont la date butoir n'est pas encore arrivée, il est difficile en tant qu'observateur de dire, bon voilà, ça ne pourrait pas se tenir. Mais un homme averti quand même voit que il y aurait des répercussions. Chaque incident, chaque activité a des répercussions sur les activités à venir. Ce qui est plus prudent, c'est de faire économie de certaines élections et de se concentrer sur les élections essentielles de fin de transition. Madame Samaké, êtes-vous d'avis avec M. Diarra ou même du cadre qui propose qu'on fasse économie de certaines échéances et se focaliser sur le référendum et la présidentielle? Oui, pourquoi pas, mais je me demande si ça ne va pas faire encore l'objet de débats, parce qu'à chaque fois qu'on brûle une étape, à chaque fois qu'il y a un glissement, donc je pense qu'il y a en tout cas des sentinelles qui sont là pour dire que bon voilà, on a fait ça sans tenir compte de la réalité concrète. Comme si ces personnes-là ne vivent pas au Mali, ne savent pas quel est le problème qui pourrait éventuellement entraver certaines situations. Alors, si aujourd'hui on est d'accord que voilà, on a des problèmes pour tenir, quoi qu'à mon humble avis, un chronogramme reste un chronogramme. C'est à titre indicatif. C'est quelque chose qu'on propose et on a bien envie de respecter. Ça permet d'avoir au moins une boussole qui nous permet de savoir à quel moment et pouvoir aussi respecter les deadlines. Donc on n'est pas tenu de respecter ce calendrier? Non, ce n'est pas qu'on n'est pas tenu. Vous savez, souvent, nous, on pense que nous, on est avec la transition et c'est parce qu'on cautionne tout. On ne cautionne pas tout. Nous constituons en quelque sorte une force de proposition, mais nous faisons des propositions constructives. Nous sommes avec la transition parce que nous estimons que la transition est appelée à se terminer très rapidement et nous devons les soutenir par tous les moyens. Et chaque fois que ça ne va pas, on les alerte, mais on fait également des propositions concrètes pour que les choses aillent de l'avant. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais nous ne fonctionnons pas en, disons, voilà, être belliqueux, voilà, s'il n'y a pas ça, c'est comme ça, ou bien nous ne faisons... Non, nous ne sommes pas dans cette posture-là, parce que nous pensons que cette transition a besoin d'être accompagnée. L'échec de cette transition, c'est l'échec du Mali, c'est l'échec de l'Afrique entière. Donc nous devons tout faire pour que ça aille de l'avant et que ça se termine dans de meilleures conditions, quels que soient les sacrifices que nous devons faire. Mais en tant que soutien de la transition, est-ce que pour vous, la tenue de ce calendrier pour la transition est une obligation, est une exigence aujourd'hui? C'est une exigence dans la mesure où on estime que c'est un chronogramme qu'on a soumis quand même à la CEDEAO. Quoique ce chronogramme n'a pas été en quelque sorte, on ne va pas dire accepté, mais c'est-à-dire nous n'avons pas tenu compte de la proposition de la CEDEAO pour fixer cette date. Donc à ce moment-là, nous sommes entièrement responsables de la bonne tenue de ce chronogramme, c'est-à-dire essayer de respecter les différents délais. C'est une obligation. Mais comme je l'ai dit, un chronogramme reste toujours un chronogramme, c'est à titre indicatif. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. D'accord. Sékou Niamé Bathily, vous estimez qu'il y a du retard pour vous. Comment rattraper ce retard aujourd'hui? Bon, vous l'avez dit, ça va revenir à la question que vous avez posée récemment. C'est-à-dire, nous avons toujours dit, allons vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Pour nous pouvons... Vous savez pourquoi nous, on a peur d'aller... Le référendum et la présidentielle, mais vous savez c'est à cause des législatives qu'il y a eu ce mouvement qui a renversé l'ancien régime. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce serait judicieux de tenir ces élections sous un régime moi, je vous dis, arrivé au pouvoir par les élections? Homonyme, je vous dis une chose. Le Mali a des très très bons textes. Les hommes qui sont appelés à animer les institutions, ce sont eux qui sont décriés par le peuple et non les textes. Oui. Nous pouvons encore élaborer d'autres meilleurs textes encore. Mais tant que les hommes ne décident pas de changer, ça va revenir à la même chose. Donc c'est pourquoi, vous savez pourquoi on a peur des autres élections, le fait d'aller vers l'organisation de toutes les élections. Nous avons avec nous un projet de découpage territorial. Les 10 projets, d'aucuns pensaient que les 75 jours que le CNT vient de conclure tout à l'heure par rapport à leur dernière session, qu'on allait mettre sur la table
le projet de découpage territorial. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, avec les nouvelles régions créées, si on doit aller vers les élections des collectivités, quelle est la carte politique actuelle du Mali? Qui peut répondre à cette question-là? Ça peut susciter d'autres débats et nous amener encore à prolonger la transition. C'est pourquoi nous avons dit, faisons attention, allons vers des élections essentielles pour sanctionner la transition et non vers un projet d'élection qui n'en finit jamais, qui peut créer encore d'autres problèmes et nous amener sur d'autres terrains. Donc faisons attention. C'est pourquoi nous avons dit, les référendums, oui, bon, on n'est pas contre trop, mais les élections présidentielles et les élections législatives, à minima, nous pouvons essayer d'organiser. Et le nouveau président qui sera élu, il n'est pas forcément dit que ce nouveau président sera du cadre. Ce nouveau président peut être du Corema. Le Corema a en son sein des partis politiques. Il sera issu d'un parti politique ou bien d'un regroupement politique. Le nouveau président sera un Malien. C'est ça l'essentiel. Sera un Malien. De n'importe quel bord politique, il sera un Malien. Et il aura la main libre. Il aura l'accompagnement qu'il faut pour aller vers d'autres réformes nécessaires et pour redresser le pays vers le chemin que nous voulons. D'accord. Monsieur Diarra, pensez-vous qu'un régime issu d'élections pourrait assurer le reste de ces échéances-là, comme le propose le cadre, tenir la présidentielle, le référendum et les autres élections, et les laisser pour le régime qui va venir suite aux élections? C'est indéniable, hein. Ça c'est indéniable. C'est possible. Oui, c'est possible. Ça ne va pas susciter d'autres problèmes? Pas forcément, pas nécessairement. Je n'en vois même pas. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui arrange même les acteurs politiques, hein, parce que c'est eux qui compétissent. Donc, si vous n'êtes pas... C'est-à-dire que eux, c'est la politique... les élections sont leur matière. Donc, tant qu'il n'y a pas d'élection, en réalité, les acteurs politiques aussi n'ont pas leur raison d'être. Donc, chaque fois qu'il y a un cycle électoral qui est ouvert, c'est ce qui arrange même les acteurs politiques. Donc, moi, je pense qu'un nouveau président peut... sinon, un nouveau régime démocratiquement élu peut le faire. Mais à condition que ce nouveau régime, que ce nouveau président qui sera élu aussi, que les élections se fassent au moins de façon transparente. On sait qu'il n'y a pas d'élection parfaite, mais au moins que ça soit des élections acceptées. Parce qu'il ne faudrait pas aussi aller vite en besogne pour créer des crises post-électorales qui n'arrangent personne. Alors comment faire aujourd'hui pour rassurer ceux qui sont inquiets par rapport au retard, comme le cadre? La transparence et l'inclusion. La transparence, c'est-à-dire... La transparence de la part des autorités. Il n'y a pas de transparence dans le processus. Ce n'est pas assez perceptible, en fait. Ce n'est pas assez perceptible. Parce que quand vous n'êtes pas inclus dans un processus et que généralement les choses sont parachutées ou encore les mesures sont prises sans que vous n'ayez aucune lecture par rapport à la situation, ça vous fait penser qu'il y a une faiblesse de transparence quelque part. Donc ça, c'est des mesures à éviter. Et également l'inclusion. L'inclusion, ça ne veut pas forcément dire « Ok, je dois faire ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Non. Bon, voilà, nous avons prévu de faire ça, ça, ça. Voilà les intérêts de la chose, que les documents, au moins, les informations soient partagées, au moins pendant 10 jours, et attendre peut-être les retours les plus diligents pour prendre ces observations en compte. D'accord. En tout cas, qu'on se le dise, il est indéniable de jouer sur la transparence, également vers l'inclusion, ce qui fait appel en réalité au respect des textes et des engagements. D'accord. Le dernier mot pour Mme Samaké. Êtes-vous satisfait aujourd'hui du rythme imprimé au processus et de la façon dont vont les choses? Ou bien qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore? Bon, je suis satisfaite du processus, quoique je pense qu'il y a lieu de redoubler d'efforts pour pouvoir respecter le chronogramme préétabli, accepté par tous les acteurs, que ce soit les acteurs nationaux ou internationaux. Et je pense également que nous devons quand même, si nous voulons sortir de cette transition, chacun doit en tout cas essayer au moins de laisser certaines choses et puis de se retrouver autour de la nation malienne, c'est-à-dire essayer d'avoir au moins une même vision, c'est-à-dire une convergence d'idées pour une réussite de cette transition.
D'accord, une convergence d'idées pour une réussite de cette transition, c'est le dernier mot de ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui du calendrier électoral. Faut-il s'inquiéter du retard accusé? Nos invités étaient Fatoumata Traoré et Madame Samaké du collectif pour la refondation du Mali, Korema, un soutien à la transition, Sékou Niamé Bathily du cadre des partis regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel et Mamadou Lassine Diarra de la mission d'observation des élections modèle Mali. Ce débat a été mis en onde par Seydou Dao. À la régie vidéo, il y avait Nouhoum Djiré, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.